lectrice, ça consiste à lire, donc je vais plutôt parler du métier d'écrivain à partir du métier de sémiologue, qui n'existe pas, donc c'est un métier, je dirais, de lecteur, lectrice. On lit les médias comme on lit des romans, et puis on écoute parfois comme on lirait. Alors je vais reprendre deux mots que vous avez prononcés, pour les frotter ensemble, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui au métier d'écrivain, enfin c'est une façon. Vous avez dit deux mots très intéressants, entre, disons, l'écrivain bankable, et l'écrivain... Oui, bien sûr, c'est un terme qui vient de la langue du cinéma et des people, et très intéressant, parce qu'il est compréhensible en français, même très facile. Et puis il y a le to be able, enfin, il est très intéressant le bankable. Et puis, vous avez dit l'écrivain au RSA qui survit. Alors, ce que je voudrais proposer comme hypothèse, c'est que l'écrivain qui est bankable aujourd'hui, eh bien, précisément, c'est l'écrivain qui écrit sur la survie. Vous prenez des grands blockbusters de l'édition, hein, restons dans le vocabulaire de l'économie, du divertissement, de l'entertainment, dans lequel se situent certaines œuvres, eh bien, ce sont tous des livres qui parlent de ce que vous avez prononcé le nom de Barthes, hein, de ce que Barthes appelait des mythologies sociales. À un moment donné, une représentation collective arrive, émerge, et puis, alors à ce moment-là, elle peut agréger les achats. Nous achetons des objets culturels qui parlent de la survie. La route, évidemment, de McCarthy, roman et puis film, paratexte ou objet dérivé. Là, on est en plein dans le commerce multimédiatique d'aujourd'hui, et donc le métier ne sera plus jamais un seul métier. Il va falloir faire un livre, un film, chanter, photographier, etc. L'écrivain lire en public, exactement, hein, ce qui peut être joué. Olivier Cadio, lisant ses œuvres, c'est un acteur. Bon, donc l'écrivain couteau suisse, l'artiste couteau suisse, multimédiatique. Alors, si vous prenez donc des grands succès d'aujourd'hui, ils sont arrivés, je crois, à parler de cette question de la survie. Je ne le dis pas par hasard, je n'ai pas le temps de développer, mais quand on travaille beaucoup sur les médias et le flot médiatique, l'idéologie ambiante, eh ben, on rencontre ce thème depuis 4-5 ans. Il a été théorisé aux États-Unis et en France, par exemple, par un sociologue très, très passionnant qui est Marc Abélès, parce qu'il est sociologue, anthropologue, donc société de la survie par opposition à la société de la survivance par opposition à la société de la convivance. Donc c'est pas la même chose de vouloir sustainable development, soutenir la Terre, le monde pour pas qu'elle crève et non pas conquérir de nouvelles frontières. Donc nous sommes aujourd'hui en train de faire en sorte de ne pas mourir, du problème atomique, de ne pas mourir de la pollution, de ne pas mourir de la guerre, de ne pas mourir du cancer, de ne pas mourir du divorce, de ne pas mourir de la pauvreté quand on est un artiste. Donc tout ça pour dire que là, voilà, nous avons un grand mythe social qui produit des effets dans le champ du commerce. C'est intéressant pour les éditeurs, c'est intéressant pour les producteurs de télé, c'est intéressant pour les producteurs de cinéma ou de marques, quelles qu'elles soient, de produits. Et puis, tout d'un coup, ça peut arriver dans l'univers la personne qui fait son premier roman, primo romancier. Donc, il se trouve que j'ai été invitée au Festival de Chambéry l'année dernière, donc j'ai lu des premiers romans. Qu'est-ce que je trouve dans les premiers romans? Des histoires de survie. Hein, on survit à la maltraitance de l'enfance, on survit au viol, on survit au désert métaphysique, on survit à la guerre, Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait un monsieur qui venait de faire son premier livre, il avait été un enfant juif pendant la guerre, et puis une jeune femme qui racontait de manière fantastico, elle avait bien sûr été nourrie à Harry Potter, et elle faisait un livre très intéressant sur la survivance. Bon. Donc je me dis, c'est rigolo quand même. Moi, mon métier, c'est de lire les médias, je trouve cette thématique, et on me demande de lire de la littérature actuelle, et ben je retrouve la même thématique. Et les lecteurs qui étaient là, qui avaient postité pendant 9 mois les livres, qui avaient lu, hein, ils étaient complètement animés eux-mêmes par cette survivance. Et parce qu'ils galéraient dans leur travail, ils galéraient dans leur vie privée, etc. Donc là, c'est quand même absolument passionnant, la porosité des univers. J'ai reconnu plusieurs de nos primo-romanciers des 2 dernières années. C'est frappant. Je en parle à Pierre Flotio, elle va être stupéfaite de découvrir ça. Voilà. Donc c'est frappant. Et oui, c'est très intéressant. Nous sommes dans un moment où il y a des porosités donc, entre le monde de la création, hein, et le monde
non seulement du commerce, comme c'est l'habitude, mais aussi de la réception. Les lecteurs ne sont plus seulement des lecteurs, ils sont eux-mêmes, évidemment, vous l'avez dit, on peut penser qu'ils écrivent aussi, ou en tout cas ils écrivent des blogs, ou ils écrivent eux-mêmes aux auteurs. Enfin bon, on est là-dedans. Alors la question c'est de savoir si on peut encore produire de l'œuvre neuve avec ça. Et comment on fait quand on est écrivain pour vivre. Alors je vois 3 scénarios possibles aujourd'hui. Le scénario, disons, où on est inscrit dans... Alors, on est inscrit dans la sociologie. Moi j'aime beaucoup, puisque je lis les médias comme on lit des romans, de temps en temps quand même, je tombe sur des écrivains dans les médias. C'est pas souvent, mais quand ça arrive, c'est toujours évidemment très intéressant. Donc je lisais dans le monde des livres une interview passionnante de Peter Sloterdijk, qui est philosophe plus... Enfin, à mes yeux, est écrivain. Et alors il dit, l'écrivain aujourd'hui, c'est celui qui se laisse contaminer par les substances dangereuses de son époque. Je trouve ça très juste, parce qu'à ce moment-là, il est contaminé, il porte en lui-même, il métabolise les mythologies sociales, et puis c'est normal qu'on retrouve un des thèmes centraux de la société dans son œuvre. Alors après, il y a 2 façons. Est-ce qu'on peut encore être Zola, c'est-à-dire décrire la société pour éventuellement révéler quelque chose ou en dénoncer quelque chose? La classe ouvrière arrive par la littérature. Aujourd'hui, il me semble, curieusement, que ce sont moins les écrivains là-dessus que les journalistes, les bons journalistes, ceux qui écrivent bien. En France, Florence Aubenas, quand elle fait ses textes aujourd'hui, qui sont finalement, c'est à partir du réel, mais c'est aussi bien écrit que si c'était du roman. Et c'est acheté pour elle. C'est raconté comme les femmes ouvrières dont elle parle dans son... Sa couverture du procès d'Outreau est exceptionnelle. C'est exceptionnel. C'est de la narration littéraire, à mes yeux. Donc là, on peut dire qu'elle prend la place... Le journaliste prend la place, alors qu'il ne l'a plus dans les médias classiques. Florence Aubenas, quand elle était à Libé, personne n'en parlait. Voilà. Vous prenez Millennium, c'est exactement ça. Le travail sociologique, politique d'un journaliste. Alors, on peut dire que c'est mal écrit, mais moi, je trouve pas. Je trouve que c'est écrit comme un journaliste écrit. Pas comme un écrivain, mais n'empêche que ça fait de la projection, on s'identifie, on réfléchit à notre monde à partir de ça. Là, c'est un premier modèle. Le deuxième modèle, je dirais que c'est le journaliste qui est tellement bon sociologue qu'il comprend là où il faut se mettre pour vendre. Michel Houellebecq, il sait très bien, il comprend tous des codes. Donc, il se met au centre du système du code. Et il devient non seulement bankable, mais personal branding people. Il est une marque qu'il développe. Ça peut faire un livre intéressant, mais je dirais que le livre est un produit dérivé de la carrière. De la carrière médiatique. Et donc c'est là-dessus que je finirai. Moi j'espère toujours que ce sera mieux que ça. Même si j'aime bien Millennium. C'est qu'il y ait une troisième voie. Alors une troisième voie, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être l'écrivain qui se laisse contaminer, qui métabolise l'époque, mais qui retrouve quelque chose de fondamental, c'est-à-dire en résonance avec le fond culturel, et que ça fasse un succès. Alors, il me semble que là, je vais vous donner un exemple. Pour moi, j'étais très contente de lire ça. C'est le dernier livre de Jonathan Franzen, cet écrivain américain qui est sociologue en Inde, qui avait fait les corrections qui étaient vraiment une sociologie de dénonciation, les labos, les pharmaceutiques, etc. Alors, dans son dernier livre, c'est encore plus intéressant parce que sa sociologie va nous parler non seulement de la société, mais de la vie intime. Et il va tomber sur un grand mythe. Il est dans la survivance. Donc, dans les livres, ça s'appelle Freedom, c'est autour de la liberté. Bien sûr, l'excès de liberté dans notre société. Qu'est-ce que nous faisons quand nous avons trop de liberté? Nous nous créons des contraintes. C'est-à-dire que l'anthropologique revient. L'être humain a besoin de vivre dans un cadre. Il y a des invariances, etc. Alors lui, la survie, il s'en moque un tout petit peu. Sous l'angle du Sustainable Development, c'est-à-dire un de ces personnages, on le suit sur 30 ans, puis bon, aujourd'hui, bien sûr, il est dans le vert, etc. Mais il en dit autre chose de la survie. Il dit, finalement, la société libertaire, permissive, issue des années 60, a produit de la liberté des mœurs, de la vie amoureuse, du romantisme tous azimuts, c'est-à-dire que c'était peace and love beaucoup plus que la guerre, on se rappelle tous de ça, puis qu'aujourd'hui c'est la guerre des sexes due à la parité, c'est la guerre du lien interpersonnel. Enfin, il réfléchit à tout ça, et c'est très amusant, et du coup,
pardon pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais je vais parler tout petit peu d'éclairer l'intrigue, mais c'est pour la bonne cause sociologique. La dernière scène de son bouquin, le livre est écrit d'une manière totalement sociologique, et à la fin, il y a 2 pages de littérature homérique. C'est-à-dire qu'on se trouve dans le mythe, et on se trouve dans une écriture hors temps, hors temporalité historicisée. On n'est plus en 2004, 2005, on s'en fiche. On est dans l'éternité des grands sentiments. Donc c'est Ulysse et Pénélope qui se retrouvent. La survie vient du retour à l'origine. Pour survivre, il s'agit d'une scène magnifique où un homme sauve une femme de la mort. Elle va geler parce qu'il fait moins 30, elle est dehors, etc. Et il la sauve. Cet homme et cette femme se sont aimés il y a longtemps, ils se retrouvent. Et donc c'est Ulysse et Pénélope. Vraiment, vraiment. Donc réactualisation d'un grand mythe, et en même temps complète, immersion, contamination, comme dit Sloterdijk, dans la société contemporaine, qui est bien sûr une société de la survie par le retour à l'origine, par la valorisation du temps cyclique versus le temps de l'histoire. Et pour la petite anecdote, romantisme des amours de retrouvailles, grand succès des sites de retour, de ce que les Américains appellent le rétrosexuel. Et ben c'est plus romantique aujourd'hui de retrouver son amour de terminale, hein, c'est plus ça qui fait rêver, et donc là peut-être tendance sociétale qui peut produire du roman. Hein, amour de retrouvailles. Nous avons des films et je pense que nous allons avoir du roman. Si j'étais éditrice, je publierais tout de suite quelque chose qui raconte ça, plutôt que Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, tout le monde sait que ça va être compliqué. Et puis en plus, si on vit 100 ans, il va falloir avoir plusieurs Roméo, plusieurs Juliette. Alors que ce qui nous fait rêver, mythologie sociale du moment, dans un moment de survivance, ça va être le retour auprès de l'être aimé, perdu de vue, peu importe, mais amour de retrouvailles. Donc si vous voulez, là je finirai là-dessus par rapport à la question du métier de l'écrivain, qui pour moi aujourd'hui va être moins de penser qu'il va exprimer une voix absolument singulière et galérer pour imposer sa voix singulière dans une société de divertissement de masse, mais plutôt un talent incroyable, particulier, qui reste romanesque et littéraire, et Rubempré est un bon modèle, parce que Rubempré comprend tout de la société de son temps, malgré tout, malgré les épreuves, et bien pour métaboliser en soi l'époque. Et à ce moment-là, oui, qu'il soit bankable un jour, et puis au RSA le lendemain, parce que peut-être là, il n'aura pas voulu faire son offrande. Comment il aura moins métabolisé, et il aura produit à ce moment-là un petit fragment qui pourra être novateur. Mais les choses sont plus complexes que ça, et donc ce que je voulais vous dire avec l'exemple de Franzen, c'est que même en étant au centre de l'entertainment, et quand on est un écrivain américain aujourd'hui qui vend, on y est, on peut produire quelque chose de magnifique. Peut-être que c'est seulement 2 pages, mais c'est pas grave, parce que c'est 2 pages qui vraiment là nous mettent à un niveau littéraire que j'avais pas personnellement lu depuis longtemps dans la production contemporaine.